TVT au cœur de l'information. Bonsoir, bienvenue, voici les titres de l'actualité. La couverture sécurité sociale étendue désormais à tous les travailleurs du secteur informel. Le projet est lancé ce jeudi. La compassion du chef de l'État exprimée par la ministre des Armées, le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Compassion exprimée aux militaires togolais au Mali, attaqués le 10 février dernier. On déplore une perte en vie humaine. Et puis le répit la semaine dernière, et puis les cas de contamination repartent à la hausse cette semaine. Une école a été touchée à Sokodé. Le respect des mesures barrières est-il toujours de rigueur dans nos établissements? Eh bien, c'est l'enquête de cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Voici le journal. C'est désormais possible. Vous êtes cultivateur, artisan, vous êtes mécanicien, eh bien vous pourriez dorénavant assurer vos jours de vieillesse à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce projet d'étendre la sécurité sociale au secteur informel est lancé depuis ce jeudi. Il a fallu tout de même 4 années d'études pour que ce jour arrive. Écoutez ça là. La Caisse nationale de sécurité sociale fait un pas de plus vers la couverture sociale des travailleurs informels. Il s'agit ici du lancement officiel du projet d'appui à l'extension de la sécurité sociale aux Togolais exerçant dans l'économie informelle. Le projet porté par le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade, cible environ 3,5 millions de travailleurs occupés par le secteur informel. La cérémonie de ce jour est l'aboutissement d'un long processus. Dans cette démarche, la Caisse nationale de sécurité sociale a pour sa part élaboré une feuille de route en vue de l'extension de la couverture sociale aux travailleurs indépendants, ceux de l'économie informelle et aux ministres du culte, intégrés à son champ de couverture depuis 2011. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées dans l'application du Code de sécurité sociale pour cette cible, il a fallu procéder autrement. Alors, des réflexions au plus haut niveau ont proposé une approche progressive et incitative. Après étude des caractéristiques et des besoins de ces 3 groupes de population, il est ressorti que seules les prestations de maladie et de pension vieillesse sont les plus demandées. Ainsi, il a été créé une commission composée entre autres de l'OTRER, de la CAMEC, de la DOSI, de l'INAM et de la CNSS pour le pilotage du projet. Rappelons que des études ont permis de doter la CNSS d'une cartographie des organisations exerçant dans l'économie informelle, ce qui a servi à mieux connaître cette cible et à connaître leur pouvoir contributif. C'est ce travail qui a permis à la Caisse nationale de sécurité sociale de concevoir ce projet de couverture du risque vieillesse, l'assurance vieillesse pour tous. Afin d'échanger avec les acteurs concernés, les responsables des organisations et syndicats exerçant dans l'économie informelle, les ministres du culte, ainsi que les responsables des organisations des travailleurs indépendants autour de la concrétisation de l'extension de la couverture sociale de la CNSS à travers l'assurance vieillesse. Ce produit a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation et d'incitation du 6 au 25 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire togolais. Je veux ici réitérer ma gratitude au chef de l'État et au gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la fonction publique, pour le soutien et l'accompagnement à la CNSS dans sa volonté d'étendre la couverture sociale de son régime à l'ensemble des acteurs couverts. Le présent projet est soutenu par plusieurs partenaires, notamment le Bureau international du travail,
et l'Union européenne. Il devra contribuer à réduire sensiblement le déficit de couverture de sécurité sociale. Les partenaires réitèrent leur engagement à œuvrer pour son bon aboutissement. Assurer un système de sécurité sociale pour tous veut dire donner à tous l'accès aux soins médicaux et garantir un revenu, en particulier en cas de chômage, des maladies, d'invalidité, d'accidents du travail, de maternité ou de disparition du soutien de la famille. C'est un objectif que l'Union européenne partage et soutient, et les projets que nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique. Soyez rassurés que l'Union européenne sera à vos côtés dans toutes ces initiatives en faveur de la prospérité de vos populations. La couverture sociale universelle reste l'un des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La couverture du risque vieillesse pour tous en cours d'implémentation dans le secteur informel permettra d'atteindre cet objectif. Déjà, d'ici à 1 an, le gouvernement se donne des défis à relever. La sécurité sociale constitue à tous égards une priorité pour le gouvernement togolais, qui fait de l'inclusion sociale le point d'orgue de son action. Dans cette optique et sous la haute impulsion de son Excellence, le président Faure Essozimna Gnassingbé, de nombreuses actions, mesures et réformes structurantes sont actuellement en cours de consolidation ou de mise en œuvre, en conformité avec les objectifs et les priorités du Plan national du développement, PND, ainsi que de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. L'objectif de ces actions, mesures et réformes est d'assurer à chaque Togolaise et à chaque Togolais la garantie d'accès aux mécanismes de protection sociale. Dans le même élan, le gouvernement s'emploie constamment, avec l'appui combien déterminant de ses partenaires techniques et financiers du secteur de la protection sociale, à bâtir une nouvelle forme de protection sociale susceptible d'assurer à terme à tous les ménages les conditions idoines d'une vie décente, d'une sécurité matérielle suffisante permettant de faire face aux vulnérabilités et aux fragilités liées à la maladie, à la vieillesse, à l'invalidité et au chômage, entre autres. Il s'agit du lancement du projet d'appui à l'extension de la sécurité sociale qui va toucher près de 3,5 millions de concitoyens exerçant dans l'économie informelle. Ces chiffres représentent une large proportion de la population togolaise. À terme, le projet ambitionne, entre autres, dans un délai d'1 an, le développement d'une base de données nécessaire pour la détermination des paramètres techniques et financiers permettant l'élaboration de produits de sécurité sociale convenables et accessibles aux travailleurs de l'économie informelle. Le renforcement du système d'information et d'adaptation de l'architecture institutionnelle, facilitant l'immatriculation de ces travailleurs ainsi que l'acheminement des prestations. Je ne doute pas de son aboutissement et nous nous engageons au niveau du gouvernement avec l'ensemble des acteurs togolais à œuvrer à son bon déroulement et à son aboutissement. C'est depuis 2011 que le Code de sécurité sociale autorise l'extension du droit à la sécurité sociale à tous les travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs indépendants. Et depuis, la Caisse nationale de sécurité sociale s'emploie à explorer les voies et moyens pour concrétiser l'adhésion effective des citoyens éligibles. Avec les acteurs du secteur informel, l'expérience devra livrer ses résultats en fin 2021. Et ils sont un peu plus de 3 millions de Togolais à travailler dans le secteur informel. 3 millions, mais seulement 3% sont assurés, d'où l'importance, la nécessité d'étendre la couverture aux autres travailleurs. C'est fait maintenant, une satisfaction, vous allez les entendre, pour les acteurs, les partenaires du projet. Écoutez ça là. Artisans, cultivateurs ou commerçants,
Ils sont environ 3,5 millions de Togolais exerçant dans le secteur informel. Leurs activités contribuent à la moitié du PIB selon le Bureau international du travail. À cette couche de la population, le gouvernement étend la couverture de sécurité sociale à travers une assurance vieillesse pour tous, un choix opéré par les travailleurs informels eux-mêmes. Nous apprécions hautement cette extension. Il faut avouer que le secteur informel demeure une force et aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de les ramener au formel. Mais ce faisant, il faudrait absolument les soutenir. Et vous savez qu'au niveau du patronat, l'humain est au cœur de nos actions. Donc tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer les conditions sociales nous intéresse. Et surtout que nous rentrons dans une ère de mondialisation de la santé universelle, de l'assurance universelle. Nous sommes tout à fait partants pour ce lancement et sommes prêts pour tout ce qui nous concerne à accompagner ce projet. Dans nos pays, la protection sociale a besoin d'être étendue à l'ensemble de la population, même celles qui ne pouvaient pas y avoir accès il y a quelques années. C'est pour cela que le gouvernement s'est engagé à travers différents mécanismes à mettre en place une couverture pour l'ensemble de la population, que ce soit la couverture maladie, la garantie d'avoir un revenu lorsqu'on n'est plus en âge de travailler. Je félicite vraiment la CNSS donc, pour cette initiative en partenariat avec l'Union européenne, le BIT, les différents partenaires techniques et financiers, parce qu'elle va permettre enfin aux gens, aux actifs du secteur informel, non seulement de faire un pas vers la formalisation, mais aussi de s'assurer des lendemains sécurisés. Le projet étant lancé, la Caisse nationale de sécurité sociale devra procéder à la mise en place de la structure technique et administrative pour mieux prendre en charge les travailleurs informels. Le processus sera finalisé d'ici à fin 2021. Aujourd'hui, le gros point d'attention reste le système d'information, c'est-à-dire le système d'enrôlement, de gestion, de définition des prestations, ainsi de suite, parce qu'il faut rappeler que nous voulons les gérer dans un système carrément séparé du système de gestion des salariés du régime général, puisque ce ne sont pas les mêmes choix. Donc si nous finissons là, nous sommes en train de valider déjà les applications informatiques de gestion de ces travailleurs. Si nous pouvons achever ce volet-là avec l'appui de l'Union européenne, je crois que le reste, ça relèvera de l'organisation administrative sur l'ensemble du territoire national pour voir comment on les accueille, comment on les enrôle, qu'est-ce qu'on leur délivre comme pièces d'enrôlement, ainsi de suite. Donc tout ceci, en tout cas très objectivement, puisqu'on est aussi dans une période avec beaucoup de difficultés issues de la crise sanitaire, très objectivement, nous nous disons qu'ici, la fin de l'année 2021, il faut que les enrôlements commencent. L'économie informelle génère plus de 86% d'emplois au Togo et couvre 97% des entreprises recensées sur le territoire national. Une assurance vieillesse pour tous les acteurs de ce secteur va aider à donner plus de poids à leur contribution dans l'économie nationale. Également, un espoir pour les travailleurs informels. L'actualité aussi ce soir, une visite chez nous au Togo, celle du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, Wankele Mene, c'est son nom, a notamment rencontré le ministre togolais du Commerce. Il était aussi au port autonome de Lomé. Les précisions sur les échanges, la visite, c'est avec Ramdan Bassina. Le Togo prend à bras le corps l'ambitieuse initiative de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La visite de Wankele Mene, secrétaire général de cette organisation, se justifie par le fait que le pays est l'un des tout premiers États à l'avoir ratifié et à mettre en œuvre une stratégie ciblant les chaînes de valeur. Au port autonome de Lomé, le secrétaire général de la ZLECAf, aux côtés des ministres en charge du commerce, celui de l'économie maritime et du directeur général du port autonome de Lomé,
a touché du doigt les réalités. Il s'est imprégné des potentialités de la plateforme portuaire et des engagements du pays pour une réussite de la ZLECAf. Plus besoin d'aller à l'extérieur à la recherche de l'expertise. L'expertise, elle est là, ici. Si nous prenons le domaine logistique, le Togo est un hub logistique et en témoigne ma visite et ce que j'ai vu. Et donc, à travers notre structure, notre institution, la ZLECAf, je crois que nous devons œuvrer à cet élan et voir chaque pays avec sa spécialité, son expertise, afin que cette expertise puisse bénéficier aux autres membres de la structure, de l'institution qu'est la ZLECAf. Un port en eau profonde, un guichet unique pour faciliter les échanges commerciaux, des infrastructures de pointe et un climat des affaires attractif. L'hôte du Togo, au vu des dispositifs et des stratégies existants, déclare que le Togo est au cœur des échanges commerciaux et un acteur clé. Le Togo a entamé un processus qui implique les autorités douanières, la société civile, la société privée et tout. Et ceci montre que vraiment le Togo a vraiment démarré en vue du processus de la mise en application de la ZLECAf. La ZLECAf est un marché potentiel de plus d'1,2 milliard de personnes et un PIB cumulé de 300 milliards de dollars américains. Le ministre du Commerce a rassuré le secrétaire général de la disponibilité du Togo à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs. Il est tout à fait normal que le secrétaire général de la ZLECAf fasse un tour au Togo et vérifier. Il en est d'ailleurs très satisfait. Le Togo est un pays qui cultive toujours l'excellence et je crois que nous n'en serons pas du reste. Il nous a apprécié, il vérifiera sur place tout ce qui est mis en place. D'ailleurs, pour que nous puissions être l'un des moteurs de la réussite de cette zone-là, notamment le hub qui se met en place au niveau des infrastructures portuaires. Le hub au plan aéroport se met également en place. Et avec le secrétaire général, nous avons également abordé la question de célérité aux frontières, donc notamment tout ce qui a un lien avec la digitalisation. Le Togo est présent et continuera à améliorer tout ce qu'il faut faire pour que la compétitivité de notre port, de notre corridor, etc., soit une réalité dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour une forte densification du tissu industriel africain, le Togo plaide pour l'adhésion totale des pays africains pour un continent fort et prospère. Son nom est du moins assez original. Zankpodo, inspiré du Minan, il ne fait pas encore nuit. Traduction littérale, ou ce n'est pas encore tard. Eh bien, c'est le nom d'une nouvelle plateforme de promotion du e-commerce lancée en faveur notamment des étudiants, des élèves du secondaire, des apprentis. Pourquoi justement cette catégorie? Pour quoi faire? Pour quel objectif? Et voici les explications avec Sonia Amenipo. Zankpodo, ou simplement il n'est pas trop tard. C'est le nom de cette nouvelle plateforme de e-commerce mise à la disposition de la jeunesse. La plateforme allie le digital à l'économie numérique. Ici, étudiants, universitaires et autres opérateurs économiques sont renseignés sur le projet. Nous avons remarqué tous que nos étudiants, nos jeunes qui sont au Togo, ils ont pratiquement entre 15 et 30 ans. Nous avons constaté également que ce sont eux qui sont les gros utilisateurs des réseaux sociaux. Notre projet Zankpodo consiste à les aider à gagner des revenus avec notre plateforme qui est le Zank Market qui est au marché, de faire des activités génératrices de revenus sur notre plateforme, de leur permettre de gagner des bourses d'études de 20 000 francs par mois sur ce marché. Vous allez sur le site, vous inscrivez sur le site automatiquement. Une fois que l'inscription est faite sur le tri, nous allons activer votre boutique en ligne, vous convoquer et à partir de là, les formations vont commencer. La plateforme se positionne comme une approche de solution aux problèmes de chômage et de pauvreté auxquels la jeunesse est de plus en plus confrontée. L'initiative reçoit l'aval du gouvernement qui a inscrit dans son agenda l'auto-emploi et l'autonomisation économique des jeunes. Le ministère s'est engagé auprès des promoteurs
dans le but de leur apporter un appui technique qui va permettre de structurer leur projet et surtout de développer une approche qui soit la plus efficace possible pour intéresser les jeunes cibles. De l'autre côté, il sera question de les accompagner de sorte que la confiance qui va être créée avec les jeunes qui vont avoir confiance en ce projet puisse être maintenue pour assurer la durabilité du projet et surtout maintenir les emplois qui vont être créés à travers ce projet. Zinc Podo est un projet de la société Zinc Togo, filiale du groupe Zinc Europe. Le groupe intervient dans plusieurs domaines d'activité tels la commercialisation de produits alimentaires, d'hygiène corporelle et domestique et de matières premières. Le projet entend enrôler 3000 étudiants dont 50% de filles et 1000 élèves du second cycle pour la phase pilote qui va durer 3 mois. Je vous l'annonçais dans les titres, c'était le 10 février dernier, nous apprenions la mauvaise nouvelle. Une compagnie du contingent togolais au Mali est attaquée, une vingtaine de blessés et morts. La ministre des Armées, le chef d'état-major général des forces armées togolaises sont allés sur place exprimer la compassion du chef de l'État. Le récit de Lucassi. À bord de cet avion, une délégation conduite par le ministre des Armées et le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Elle va au chevet du 8e contingent togolais de la MINUSMA, dont une des compagnies a subi une attaque le 10 février dernier à Kéréna, dans les environs de Douancha, au Mali. Orchestrée par les djihadistes, l'attaque a fait une vingtaine de blessés et une perte en vie humaine. La délégation est donc allée s'enquérir des réalités exactes de la situation et remonter le moral des troupes. Les blessés sont reconfortés et les doléances du bataillon recueillies. Le chef d'état-major général, le général de brigade Dadja Maganawe, a transmis à la troupe le soutien et la compassion du président de la République, chef des armées et du peuple togolais. Le contingent est par la même occasion félicité pour l'efficacité de la réaction dont il fait preuve face aux attaques qu'il essuie. Il est appelé à plus de vigilance et de cohésion tout au long de la mission afin de déjouer d'éventuelles tentatives d'attaque. La délégation s'est par la suite rendue à l'hôpital militaire de Dakar pour galvaniser les blessés alités. Au quartier général de la MINUSMA à Bamako, une cérémonie d'hommage a eu lieu en mémoire du feu capitaine Biglembe Wodjo. Occasion pour les autorités onusiennes, maliennes et toute la communauté internationale de manifester leur soutien au peuple togolais et de présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Le corps de l'illustre disparu est attendu à Lomé dans les prochains jours. Par ailleurs, c'est fini, oui c'est fini, ils sont tous rentrés. La dernière vague du contingent togolais au Darfour a regagné Lomé ce jeudi. La vaillance de ces soldats a été saluée, vous allez le voir, par une délégation du ministère de la Sécurité. C'était à l'arrivée ce matin. Le récit, Issa Karona avec Ramdan Bassina. Ce sont les éléments de la 9e unité de police constituée du dernier contingent togolais de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Ils étaient dans cette zone de l'Ouest Soudan depuis plus de 18 mois. Aux côtés de leurs frères d'armes d'autres pays, ils ont œuvré à ramener la paix et la sécurité. La mission, elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions et consiste d'une part en la protection des personnels et des biens donc, de l'UNAMID et d'autre part en la protection donc, des civils. Les difficultés, il s'agit notamment de petites difficultés opérationnelles, mais ça ne nous a pas quand même empêché d'accomplir notre mission. C'est ça le plus important. Nous remercions les autorités qui ont eu à placer leur confiance à notre modeste personne et nous ont d'autre part assisté tout au long donc, de cette mission. Nous osons croire que nous avons accompli la mission et que nos autorités seront fiers de nous. Tout comme leurs collègues la veille, ils sont accueillis par une délégation du ministère en charge de la sécurité. Celle-ci reste satisfaite de la mission. Ils ont bien accompli leur mission sur le terrain là-bas. Donc nous ne déplorons aucune absence. Donc ils sont au nombre. Donc c'est une fierté pour nous.
Ce contingent, c'est le dernier contingent que nous avons envoyé au Darfour. Ils sont partis, ça fait de cela plus d'1 an, qu'ils sont en dehors des frontières. Ils sont allés exécuter les missions de sécurité aux côtés de certains faits d'armes, tout cela au profit de ce pays en difficulté. Avec le retour de cette dernière vague, c'est bouclé pour le Togo, tout comme pour les autres parties prenantes dans cette mission créée depuis 2007. Elle est remplacée désormais par la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. Un léger mieux la semaine dernière, puis c'est reparti à la hausse. Les cas de contamination au Covid-19 ont encore augmenté cette semaine avec à la clé 2 nouveaux foyers de contamination détectés, une école à Sokodé et une société à Nangbeto. La coordination nationale de riposte dévoile les mesures prises pour éteindre rapidement ces foyers. De Douaré. La situation sanitaire est de plus en plus préoccupante. La barre des contaminations est encore montée à 100 cette semaine. Le service de réanimation est presque plein. Les écoles et quelques sociétés sont les principales sources d'infection. Nous avons eu 377 cas positifs la semaine dernière. Cette semaine, nous sommes passés à 513. À Skodé, dans la préfecture de Tchaoudjo, il y a eu plus de 25 cas cumulés dans une seule école. Dans la préfecture de Logou, nous avons noté une vingtaine de cas en moins de 3 jours dans une société à Nangbeto. Cette société sera fermée pour 15 jours. Donc, les sociétés, les écoles doivent faire respecter les mesures barrières pour qu'on puisse continuer par mieux lutter contre cette pandémie. Quelques personnes ont été également testées positives à Sim Togo et la coordination traque les cas contacts avant d'envisager s'il faut fermer ou non l'usine cimentière. Autre élément qui amplifie les contaminations, la mauvaise gestion des hospitalisations à domicile. Quand on demande à quelqu'un qui est hospitalisé à domicile de rester à la maison, la personne ne reste pas. D'autant plus que si la personne est asymptomatique, la personne se dit qu'elle n'a rien, elle sort. Or, la personne en sortant contamine les autres, alors qu'ils devaient rester dans leur maison jusqu'à la guérison. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé dans les préfectures de ne plus autoriser les hospitalisations à domicile pour permettre de diminuer le nombre de cas dans ces préfectures. Nous allons repasser par le biais de sensibilisation pour que la population comprenne, quand on dit hospitalisation à domicile, c'est qu'il faut rester vraiment à la maison pendant les 10 ou les 14 jours, sans sortir. D'ici au plus de semaines, les premières doses de vaccins seront au Togo. La commande du vaccin Sputnik est également lancée et la première cible est le personnel soignant. Nous aurons bientôt quelques doses de vaccins pour commencer par vacciner le personnel de santé. Et peut-être après cela, d'autres doses vont arriver pour entamer pour le reste de la population. L'objectif, c'est de vacciner 60% de la population. Mais en fonction des doses maintenant, des priorités seront définies. J'appelle à tout le monde de se mobiliser pour que cette vaccination réussisse dans notre pays, comme ça a démarré dans les autres pays, et que nous arrivons ensemble à vaincre cette pandémie. Même si les vaccins constituent une lueur d'espoir, le retour à la vie normale repose entre les mains des Togolais. Le respect des mesures et restrictions sanitaires reste capital. On le voit, on vient de l'entendre, une école est touchée, celle de Sokodé, on vient d'en parler. Question ce soir, le respect des mesures barrières est-il toujours de rigueur dans nos établissements scolaires? Une de nos équipes a sillonné quelques-uns ce matin, regardez par vous-même, on fait le constat ensemble, un reportage de Ulrich Amégan avec Elia Guagnadao. Ce jet des étoiles, 9h45, l'heure de la récréation. Dans la cour, certains élèves sont en cache-nez, d'autres non. Des dispositifs de lave-mains, on en trouve, mais dépourvus de savon.
pour le savon, nous en avons assez. Et les gels hydroalcooliques, il y a des élèves récidivistes, durs d'oreille. Chaque temps, nous leur rappelons cela, de porter le cache-nez, que la maladie est réelle, le coronavirus existe. Dans les salles de classe, tout est au point. Au lycée de Tokoin-Est, le constat est tout autre. Dispositif de lave-mains et savon installés un peu partout. À chaque fois qu'il faut rentrer dans une classe, le gel hydroalcoolique vous accueille. À cause du Covid et le nombre limité au niveau des classes, nous avons quitté de 23 classes à 31 classes. Ce qui fait que, vu le nombre de salles limitées, nous avons opté pour le double flux. Par classe, nous avons mis 60 à 70. Nous avons aussi mis en place au niveau des élèves un comité de veille qui chaque matin est là au niveau de l'entrée avec en tête l'ascenseur et le surveillant et qui vérifie au niveau de l'entrée le port correct des masques et le lavage des mains. Port de cache-nez et distanciation physique, rien ne semble être oublié. Ici, la lutte contre le Covid-19 rime avec discipline. Nous avons choisi 2 jours par semaine pour faire la sensibilisation, pour vérifier nous-mêmes, voir si réellement en classe, avec les professeurs, ils appliquent les mesures barrières. À savoir, chaque lundi, nous passons, et chaque mercredi aussi, nous passons, faire la sensibilisation. Mais ce qui nous manque sérieusement, c'est les gels. On nous avait donné certains gels qu'on a distribués. Actuellement, nous sommes pratiquement à court de gel. D'une école à une autre, école primaire publique d'Aguay-Marché. Il est 11h30 et c'est l'heure de départ pour les tout-petits. Dans la cour, des enfants sans bavette attroupés un peu partout. Un constat amer fait non loin de là également à l'EPP à nommer. Les enfants arrivent avec des cache-nez. Il y a beaucoup qui les enlèvent et qui les mettent dans les sacs. Il y en a les tout petits, surtout, ils les perdent. Dans nos classes, à chaque moment, nous essayons de leur rappeler, mettez vos cache-nez. À la sortie des classes, on leur rappelle encore, mettez vos cache-nez avant de sortir. Si au moins nous avions un stock de cache-nez pour essayer de remplacer, à chaque fois qu'un enfant perd son cache-nez, pour qu'on puisse lui en fournir. Nous avons des lave-mains, mais nous trouvons que c'est insuffisant. C'est toujours la répétition. Nous ne faisons que c'est devenu une chanson pour nous, porter les cache-nez. Ce n'est pas en classe seulement qu'il faut porter les cache-nez. Sur la cour, sur la route, même à la maison, il faut toujours avoir les cache-nez. Mais les enfants, il faut être toujours derrière eux. Il suffit qu'ils sortent un peu, il faut que vos regards ne sont pas vers eux. Ils enlèvent en même temps. Le matin, même, tu peux voir un parent en train d'amener l'enfant lui-même sans cache-nez. Devant chaque salle de classe, il y a les lave-mains, il y a le savon, les gels, chaque enseignant a son gel. Au moment où les cas de contamination grimpent dans les écoles, n'y a-t-il donc pas urgence de redoubler de vigilance au niveau des acteurs de l'éducation? Il y va de la santé de tous. Un reportage de Ulrich Chamégan présenté par Eli Agba Nyandao. Merci. Et pour être tout à fait complet ce soir sur la situation Covid-19 au Togo, voici le tableau à ce jour, jeudi 25 février 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 6 637 avec 89 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 5 489 avec 42 nouveaux guéris depuis hier. 3. Le nombre de cas actifs est de 1066 et le nombre de décès est de 82. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Le reste de l'actualité, la dernière, l'ultime journée de campagne d'urgence d'achat de céréales dans la région Savane. Opération notamment à Takpamba, à Nadoba, à Namudjonga, puis à Dapaon. Sur place, des tonnes de céréales ont été enlevées. Le récit de Chazim Nabaga.
Sur le marché céréalier de Takpamba, dans la préfecture de Loti Sud, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a prévu de prélever 50 tonnes de maïs. Cependant, sur place, la forte disponibilité a conduit le directeur général, Urokura Agadazi, à revoir à la hausse ses prévisions. On nous a encore annoncé 50 tonnes supplémentaires. Dès lors qu'on a fait le point au ministre de l'Agriculture, il nous a instruit d'intégrer les 50 tonnes sur les stocks à mobiliser, ce qui porte le volume total des stocks à 932 tonnes aujourd'hui au lieu de 882 tonnes. Mais ce qui est intéressant avec ce supplément de stock, il y a un relèvement du montant total, donc de 156 200 000. On est passé à date d'aujourd'hui à 164 200 000. Et ce sont les coopératives Likoulmon et Tikokoliko qui font la bonne affaire en cédant 100 tonnes de maïs pour un montant global de 16 millions de francs CFA. Cette année, on veut défoucher et encore augmenter SFFC. Donc, comment vous êtes venus pour nous pour lever ça? Bon, ça va nous aider beaucoup dans notre coopérative. Avec le bouclage de Covid, là, ça nous a bloqué beaucoup de choses. Avec l'argent que nous avons, il faut aller élargir nos superficies pour que l'année prochaine, on vend plus que ça. Nous remercions le chef de l'État d'avoir envoyé l'ANSAT et d'avoir pensé à nous. Même opération d'achat à Nandoba dans la préfecture de Tandjouar et à Namundjoga dans la préfecture de Pendial-Ouest. L'ANSAT a respectivement acheté 50 tonnes de maïs blanc pour 8 millions de francs CFA à l'Union coopérative Pabman et à la coopérative Nathaniel. Avec cet argent, on impose que le début des campagnes, ça nous permet d'acheter des engrais, des semences pour augmenter les superficies de culture. Et si personne n'avait pas manque de terrain, il devrait faire location de terrain pour augmenter sa production pour la campagne prochaine. Nous remercions très infiniment le chef de l'État, son Excellence Faure Essozinam Gnassingbé, pour les efforts qu'ils fournissent pour la population du Togo, en particulier la population de Namundjoga. Prenant en compte la question du genre, l'ANSAT a réservé la plus grosse enveloppe de cette ultime journée aux Amazones agricoles de l'Union des femmes des savanes, Unifesa, basée à Dapaon dans la préfecture de Toune. Elles ont livré 40 tonnes de maïs, 30 tonnes de sorgho et 12 tonnes de haricots pour la somme de 17 200 000 francs CFA. On était inquiets par rapport à nos produits. Mais aujourd'hui, vraiment, ça nous a encouragés et motivés et davantage de produire et plus que ça. Parce que quand vous arrivez à écouler les produits, ça motive. Et donc, nous tenons à féliciter l'État. Cette campagne d'achat de céréales est une opération d'urgence du gouvernement décidé à soutenir fortement les producteurs de la région des savanes, durement affectés par la flambée des cas de contamination du coronavirus et les mesures restrictives édictées pour juguler rapidement la pandémie et partant relancer l'économie locale. La campagne qui n'est qu'à son premier passage va se poursuivre dans toutes les régions du Togo. La suite et avant les sports, ce communiqué de la HAC. Depuis bientôt une année, le Togo, comme tous les pays frappés par la pandémie du Covid-19, s'est engagé dans une lutte sans merci contre ce fléau afin d'en limiter la propagation et partant préserver la santé des populations de nos villes et campagnes. Dans cette lutte, les médias ont eu à jouer et continuent de jouer aux côtés des autres structures, notamment la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19, un rôle important dans la sensibilisation des populations sur les mesures barrières à observer. La HAC tient à renouveler ses félicitations à tous les médias écrits, audiovisuels et en ligne pour cette implication citoyenne et les invite à redoubler d'efforts dans le cadre de la nouvelle phase de campagne relative à la vaccination contre le Covid-19. Toutefois, la HAC a eu à constater que des médias, notamment les radios et télévisions, dans le souci d'informer la population, organisent des émissions d'information ou de débats auxquels prennent part des personnes ne relevant pas des secteurs de la santé et qui, de ce fait, ne maîtrisent pas les réalités de la maladie et les mesures de prévention
et de traitement. Ce faisant, le risque de diffuser des informations inexactes et de reprendre simplement des fake news devient si grand que les émissions constituent des plateformes de désinformation et de démobilisation des populations dans la lutte contre le Covid-19. Afin d'éviter de tels dérapages, la HAC demande aux chaînes de radio et de télévision sur l'ensemble du territoire national d'inclure obligatoirement dans la liste des invités à toutes les émissions sur le Covid-19 des membres de la coordination nationale de gestion et de la riposte du Covid-19 et ou de ses démembrements sur l'ensemble du territoire national. La HAC exhorte les organes de presse audiovisuelle écrits et en ligne au respect de cette recommandation à laquelle elle attache du prix et qui répond au souci de l'équilibre dans le traitement de l'information communiquée de la HAC. Et cela dit, il est 20h39, 40. On en vient maintenant à la seconde partie de ce journal, quelque peu long ce soir. Les sports, les infosports. Jean Kofi et Dédi nous a rejoints. C'est avec vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, on va parler d'abord le ton des examens officiels de fin d'année scolaire 2020-2021, le ton qui a été donné ce matin. Oui, Jason, c'est donc le début des examens de fin d'année avec les premières épreuves physiques et sportives pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle CAP. C'était au lycée technique d'Adi de Gomé. Le reportage est de Laurent Houmavon. L'honneur choix au centre du lycée technique d'Adi-de-Gomé d'abriter le lancement officiel des épreuves physiques et sportives des examens de fin d'année scolaire 2020-2021. Sur un terrain tracé et balisé au plot, les candidats ont le choix entre 3 ateliers. Vitesse aux 100 mètres, saut en longueur, saut en hauteur. J'ai choisi la vitesse et le saut en hauteur. Que ça s'est bien passé, donc j'ai le saut en hauteur à faire. Je viens de l'atelier de vitesse. Ça s'est bien passé, j'espère avoir la moyenne. Et maintenant, j'ai choisi le saut en longueur et après la théorie. J'espère que ça ira. Les épreuves physiques et sportives en vue des examens de fin d'année revêtent un caractère particulier en cette période de pandémie à coronavirus. Vous savez que depuis l'apparition de la pandémie, au niveau de chaque entité, il fallait quand même prendre des dispositions. Et au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, un référentiel a été défini. Le référentiel, c'est un document où vous avez le contenu de ce qui doit se faire. Et à travers ce référentiel, vous avez toutes les disciplines, les conditions dans lesquelles vous-même vous constatez à travers le déroulement que l'espace a été balisé et l'enfant doit savoir où se situe le départ et où se situe l'arrivée, par quelle porte entrer et par quelle porte ressortir pour respecter la distanciation et les mesures barrières qui sont prises dans la lutte contre la pandémie. Et je suis heureux de constater qu'à l'intérieur du pays, sur les 24 centres, tout se déroule normalement. Le directeur du cabinet du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a exhorté les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes, le tout dans le respect des mesures barrières. Pour cette session unique de l'examen du CAP au centre du lycée technique d'Adi-de-Gomé, 214 candidats sont enregistrés, dont 19 filles. L'examen prend fin le vendredi 26 février, suivi du 2 au 19 mars prochain des épreuves sportives du baccalauréat première partie des enseignements généraux et techniques. Et voilà donc les examens sport de fin d'année. On va parler maintenant précisément du football avec cette décision qui demande à tous les clubs de première et deuxième division, Jean, de disposer désormais d'un staff médical qualifié. Oui, Jason, c'est une réforme qui sera effective dès la saison qui s'annonce. L'information a été rendue publique le 15 février dernier à travers une note circulaire que le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, M. Chris Daké, a adressée aux clubs concernés. Plus de détails avec Pascal Aflim Johnson. Dès la saison prochaine, la Fédération togolaise de football sera plus regardante sur la santé des premiers acteurs du sport roi, les joueurs en première ligne. La nouvelle est portée à la connaissance des clubs de première et deuxième division par le nouveau secrétaire général de la FETIER, Chris Daké. Dans une note circulaire en date du 15 février 2021, le nouveau SG de la FTF enjoint les présidents de prendre des mesures visant à restructurer les staffs médicaux de leur club. La réforme, précise la note,
vise à valoriser les professionnels de santé spécialisés dans les pathologies sportives et l'hygiène de vie d'une part, et à encourager les clubs à assurer un suivi médical sérieux des joueurs d'autre. En plus clair, chaque club évoluant dans les championnats de football de première et deuxième division devra mettre en place une équipe médicale qualifiée composée d'un médecin et d'un masseur kinésithérapeute et ou ostéopathe qui seront permanents. Les clubs concernés devront également employer à temps partiel un podologue, médecin spécialisé dans le traitement des dysfonctionnements liés à la marche ou à l'hygiène du pied entre autres, un diététicien, un dentiste, puis un psychologue. Il est également demandé au club de souscrire à une police d'assurance pour les joueurs ainsi que les staffs techniques et médicaux. La commission de la médecine sportive de la FTF est chargée de veiller à l'application stricte de ces nouvelles dispositions. Et voilà, c'est tout pour ce soir, Jean. Oui, c'est tout pour ce soir. Gestion le prochain rendez-vous des sports samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Allez, on va boucler la boucle avec ce communiqué dans le cadre de la mesure présidentielle de 25% de marché public réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs. L'Institut africain de la commande publique de l'autorité de régulation des marchés publics du Togo, RNP, en collaboration avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, et la Direction nationale de contrôle des marchés publics, organise du 1er mars au 1er juin 2021 des sessions gratuites de renforcement de capacité sur la préparation des offres concurrentielles en marché public à l'intention de la cible résidant à Lomé. Le programme, les conditions à remplir, vous pourriez les trouver dans le quotidien national Togo Presse. Merci une fois encore, Jean. Merci à vous aussi. C'est la fin de ce journal qui se referme donc. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment du côté de Zalivé dans les lacs. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.